Je m'appelle Caleb Reynolds, j'ai 32 ans, et j'ai disparu de la vie de mes parents il y a 3 ans sans un seul mot de leur part par la suite. Pas d'appel pour savoir si j'étais en vie, pas de texto pour demander où j'étais allé, rien. Le silence était assourdissant, mais pas surprenant. Après 2 décennies à être l'enfant oublié, hier, mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon père, son premier appel en 3 ans. Sa demande. Il avait besoin de 50 000 $ pour les frais médicaux de ma mère. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous vous êtes déjà senti invisible pour les personnes qui devraient vous aimer le plus. Ayant grandi à Brooklyn, une banlieue aisée de Boston, j'étais le fils aîné de William et Sandra Reynolds. Mon père a bâti son empire immobilier commercial à partir de rien, travaillant 16 heures par jour et n'attendant rien de moins que la perfection de sa famille. Ma mère, Sandra, maintenait notre statut social, organisant des galas de charité et des déjeuners au country club tout en gardant notre maison coloniale de 5 chambres impeccable pour les visiteurs inattendus. Et puis il y avait ma sœur Heather, 3 ans plus jeune et d'une manière ou d'une autre digne de toute l'attention que je désirais désespérément. Notre maison était une vitrine, des plafonds cathédrales, des comptoirs en marbre et une pelouse parfaitement entretenue, mais émotionnellement, elle était aussi stérile qu'un désert. J'avais ma propre chambre avec tout ce qu'un enfant pouvait désirer matériellement. Pourtant, je me sentais comme un fantôme hantant les couloirs plutôt qu'un fils appartenant à la famille. La seule personne qui me voyait vraiment, était mon grand-père Thomas. Le père de papa n'avait rien à voir avec son fils. Lors de ses visites le week-end, grand-père Thomas m'emmenait à la pêche à l'étang communautaire. Ses mains burinées m'apprenaient patiemment à faire des nœuds de pêche. « Caleb, mon garçon », disait-il de sa voix rauque. « Il y a plus dans la vie que les salles de réunion et les comptes en banque. Trouve ce qui fait vibrer ton âme. » Il remarquait des choses chez moi que mes parents n'ont jamais vues. Quand j'avais 10 ans, il m'a donné mon premier appareil photo, un simple point and shoot. Cela a enflammé ma passion pour la photographie. « Tu as l'œil, mon fils », disait-il en examinant mes clichés d'enfance maladroits avec un intérêt sincère. « Tu vois des choses que les autres ne voient pas. » Ces mots ont planté des graines d'estime de soi qui ont survécu d'une manière ou d'une autre à l'ombre de l'indifférence de mes parents. Le schéma de l'invisibilité a commencé tôt. En 3e année, j'ai ramené un bulletin avec que des A, me précipitant par la porte d'entrée, débordant de fierté. Maman était au téléphone en train de discuter des centres de table pour sa prochaine collecte de fonds. « C'est bien, chérie », a-t-elle dit en couvrant le combiné pendant 3 secondes avant de retourner à son appel important. Papa est rentré à 21 h, sa mallette à la main, trop épuisé pour regarder le papier que je tenais depuis des heures. Au collège, j'avais appris que la réussite scolaire ne leur attirait pas l'attention. J'étais régulièrement au tableau d'honneur, mais ils ont manqué chaque cérémonie. Ma remise de diplôme de 8e année comportait une paire de sièges vides dans l'auditorium où mes parents auraient dû être. Urgence au travail, a expliqué papa plus tard, son téléphone vibrant de mais qu'il considérait plus important que mon étape importante. Quand j'avais 14 ans, j'ai remporté le championnat d'échecs de l'État après des mois d'entraînement et de tournois. Grand-père Thomas était assis au premier rang, applaudissant bruyamment lorsque j'ai exécuté le coup gagnant. Mes parents. Papa concluait une importante affaire immobilière à Chicago. Maman avait un conflit d'horaire avec son cours de tennis. Ma sœur Heather n'a jamais connu cette invisibilité. Son récital de danse justifiait des réaménagements d'horaire. Ses notes de B+, recevaient des louanges effusives et des sorties à la crème glacée pour célébrer. Quand elle a décidé d'essayer le football pendant exactement 3 semaines avant d'arrêter, mes parents ont assisté à chaque match. Mon père, criant des encouragements depuis la ligne de touche comme si sa vie en dépendait. La photographie est devenue mon évasion. À travers mon viseur, je contrôlais ce qui était vu et ce qui ne l'était pas. J'ai passé des heures dans la chambre noire de l'école, hypnotisé par les images apparaissant dans les bains chimiques. À 16 ans, j'avais remporté plusieurs concours de photographie pour jeunes. Le centre communautaire local a accueilli ma première petite exposition en galerie. Grand-père Thomas est venu, amenant 3 amis pour admirer mon travail. Mes parents ont promis de passer mais ont envoyé un texto 1 heure après la fin de l'événement. Un imprévu au travail. J'espère que ça s'est bien passé. L'université est devenue mon premier goût de liberté. Le programme de photographie de l'université de Boston a mis au défi et affiné mes compétences. Loin de l'ombre de mes parents, j'ai découvert que les gens m'appréciaient réellement. Je me suis fait des amis. Les professeurs ont loué ma perspective unique.
J'ai commencé à construire un portfolio, capturant la beauté brute du paysage urbain de Boston. Pendant ma 2e année, on a diagnostiqué à grand-père Thomas un cancer du poumon avancé. Chaque week-end, je prenais le bus pour lui rendre visite à l'hôpital alors que son état se détériorait. Mes parents rendaient visite de temps en temps, mais leurs horaires chargés limitaient leurs apparitions. Dans ces dernières semaines, grand-père Thomas et moi avons eu une conversation que je n'oublierai jamais. « Caleb », a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu as un don. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas précieux, surtout pas ton père. » Il m'a serré la main avec une force surprenante. Je n'étais pas le père dont William avait besoin. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas le père dont tu as besoin. Brise le cycle, mon fils. 2 jours avant sa mort, il a mis à jour son testament. Lorsque l'avocat nous a réunis, j'ai appris que grand-père Thomas m'avait laissé 20 000 $. Ces modestes économies étaient spécifiquement destinées à ce que je poursuive, cet œil qui est le tien. Mon père était visiblement mécontent, sa mâchoire se crispant à ce qu'il percevait comme du favoritisme. Cet héritage est devenu le capital de départ pour ma future évasion. Bien que je ne le réalisais pas à l'époque. En terminant mon diplôme de photographie avec mention, j'entretenais encore l'espoir enfantin que mes réalisations pourraient enfin mériter l'approbation de mes parents. Certaines leçons prennent plus de temps à apprendre que d'autres. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis retourné temporairement chez mes parents. C'était en mai, le printemps de Boston chassant enfin l'hiver brutal. J'avais décroché plusieurs contrats de photographie en freelance et je développais des relations dans le monde de la photographie commerciale. Malgré tout, une petite partie de moi désirait encore l'approbation de mes parents. Une faim qui ne semblait jamais diminuer, peu importe le nombre de fois où je restais sur ma faim. Mon retour à la maison a immédiatement renforcé les anciens schémas. Maman avait conservé ma chambre exactement comme je l'avais laissée pour l'université. Non par sentimentalité, mais parce qu'elle n'avait tout simplement pas pensé à réaménager l'espace. Papa a reconnu ma présence par de brefs hochements de tête tout en continuant ses appels téléphoniques. Heather, qui terminait alors son diplôme de commerce à Harvard, suivant bien sur les traces de papa, attirait l'attention à chaque visite. 2 semaines après mon retour, j'ai reçu une nouvelle incroyable. Une grande marque de style de vie en plein air voulait m'engager pour une campagne publicitaire nationale. Le contrat rapporterait 35 000 $ et pourrait potentiellement mener à un travail continu. J'étais extatique, faisant les 100 pas dans ma chambre, planifiant comment cela pourrait lancer ma carrière en photographie commerciale. Ce soir-là, ma mère a organisé un dîner de famille, ce qui arrivait rarement compte tenu des emplois du temps chargés de chacun. Mon cœur s'est soulevé. C'était peut-être ma chance de partager ma nouvelle et de recevoir enfin la reconnaissance que je cherchais depuis des années. Je suis entré dans la salle à manger pour trouver mes parents et Heather déjà assis à notre table formelle en acajou. Maman avait préparé son rôti de bœuf signature avec tous les accompagnements, un repas réservé aux grandes occasions. Le voilà, a dit papa en levant brièvement les yeux de son téléphone. On allait commencer sans toi. Maman a passé les pommes de terre, son bracelet de tennis en diamant captant la lumière de notre lustre en cristal. Heather a une merveilleuse nouvelle à partager. Mon estomac s'est noué. Bien sûr, ce dîner n'était pas pour moi. Heather a rayonné, tendant sa main gauche pour montrer une énorme bague en diamant. Bradley m'a demandé en mariage. On se marie en juin prochain. Mes parents ont éclaté de joie. Papa a ouvert une bouteille de champagne cher qu'il avait apparemment gardée pour ce moment précis. Maman a essuyé des larmes, discutant immédiatement des lieux et des fleuristes potentiels. Les 20 minutes suivantes ont entièrement tourné autour des plans de mariage et de l'avenir prometteur de Bradley dans la société d'investissement de son père. Quand l'excitation initiale s'est calmée, je me suis éclairci la gorge. J'ai aussi des nouvelles, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Je viens de décrocher un contrat de photographie majeur avec Alpine Outfitté. C'est une campagne nationale. Maman a offert un sourire distrait. C'est bien, chérie. Papa n'a même pas levé les yeux de sa viande. La photographie. Tu fais toujours ça, hein? Oui, papa. C'est ma carrière. C'est une opportunité décisive. Il a ricané, posant son couteau et sa fourchette. Une carrière demande de la stabilité, Caleb. Elle construit quelque chose. Ces petits boulots de photographie ne vont pas te faire vivre. Ce n'est pas petit. C'est 35 000 $ pour un projet. Papa a secoué la tête.
Un chèque unique n'est pas un plan de carrière. Quand vas-tu devenir sérieux? Le père de Bradley a des relations chez Morgan Stanley. Je pourrais passer un coup de fil. La piqûre familière du mépris m'a brûlé la poitrine. Je ne veux pas travailler chez Morgan Stanley. Je suis doué dans ce que je fais. Je construis quelque chose par moi-même. Prendre des photos, c'est un passe-temps, pas une profession, a-t-il dit, sa voix prenant le ton condescendant qu'il utilisait pour expliquer des vérités soi-disant évidentes. Tu dois penser à ton avenir. Tu as presque 24 ans et rien de substantiel à montrer. J'ai regardé ma mère, espérant du soutien. Elle a offert un sourire mal à l'aise, sa réponse habituelle chaque fois qu'un conflit surgissait. Les pommes de terre refroidissent, a-t-elle dit, tentant de changer de sujet. Non, maman. Je veux en discuter. Ma voix s'est affermie. J'ai travaillé incroyablement dur pour arriver là où je suis. Ce contrat pourrait mener à un travail commercial régulier. Heather a examiné sa bague, manifestement mal à l'aise, mais n'a offert aucun soutien. Le visage de papa s'est durci. Du travail acharné? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Travaillant 100 heures par semaine tout en subvenant aux besoins d'une famille. Prendre des photos artistiques de bâtiments et d'arbres, ce n'est pas du travail. Chaque mot a atterri comme un coup physique. Tu n'as aucune idée de ce qu'implique ma photographie parce que tu n'as jamais pris la peine de la regarder. Pas une seule fois. Je n'ai pas besoin de la voir pour savoir que ce n'est pas une voie durable. Quand vas-tu grandir et arrêter de poursuivre des fantasmes? Quelque chose en moi a craqué. 23 ans à chercher l'approbation de quelqu'un fondamentalement incapable de la donner m'a soudain semblé absurde. Toute ma vie, j'ai essayé de vous rendre fier, ai-je dit, ma voix tremblant. J'étais au tableau d'honneur. J'ai remporté des championnats d'échecs. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Rien de tout cela n'a jamais été suffisant parce que vous n'avez jamais pris la peine de vous présenter. Le visage de papa a rougi de colère. Ne sois pas dramatique. On t'a soutenu financièrement. Bien sûr, vous avez payé les factures, mais vous n'avez jamais été là. Pas une seule fois. Pas pour quoi que ce soit qui comptait pour moi. On t'a donné tous les avantages, a interjeté maman, visiblement affligée par la confrontation. Sauf la seule chose dont j'avais vraiment besoin, des parents qui se souciaient assez de me connaître. Papa a frappé la table de sa main, faisant trembler la porcelaine. Assez. Cette attitude ingrate est exactement la raison pour laquelle tu ne réussiras jamais. Tu blâmes les autres au lieu de prendre tes responsabilités. Je me suis levé, ma serviette tombant au sol. Je prends mes responsabilités en ce moment même, en acceptant enfin que rien de ce que je fais n'aura jamais d'importance pour vous. Je suis sorti, mon dîner intact, et je suis allé directement dans ma chambre. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti mes valises et j'ai commencé à emballer tout ce qui était important. Les larmes brouillaient ma vision alors que je rassemblais mon équipement photo, mes photographies et mes vêtements essentiels. La maison est restée silencieuse. Personne n'est venu voir comment j'allais ou tenter une réconciliation. À minuit, ma voiture était chargée de tout ce qui comptait. Je me suis assis sur mon lit d'enfant une dernière fois, submergé par des émotions contradictoires, la colère, la tristesse, mais aussi un étrange sentiment de soulagement. Pendant des années, j'avais poursuivi une approbation qui ne viendrait jamais. Il était peut-être temps d'arrêter de courir cette course impossible. J'ai envisagé de laisser un mot, mais j'ai réalisé qu'il resterait probablement non lu ou serait rejeté comme tout ce que j'avais jamais essayé de communiquer. Au lieu de cela, j'ai enlevé la clé de ma maison de mon trousseau et je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine. Le lendemain matin, je suis parti avant que quiconque ne soit réveillé. J'ai fait le choix délibéré de ne pas dire à mes parents que je déménageais à l'autre bout du pays. Une petite partie blessée de moi se demandait combien de temps il leur faudrait pour remarquer que j'étais vraiment parti. La réponse, il s'est avéré, était qu'ils ne l'ont jamais fait. Le trajet à travers le pays a duré 6 jours. Je ne m'arrêtais que pour manger, faire le plein et passer de brèves nuits dans des motels, mon esprit oscillant entre la panique face à ma décision impulsive et l'exaltation de ma nouvelle liberté. Chaque kilomètre d'autoroute mettait de la distance entre moi et des décennies de négligence émotionnelle. Seattle m'a accueilli avec sa bruine caractéristique, la Space Needle émergeant de nuages brumeux comme quelque chose d'un autre monde. J'avais choisi la ville en partie pour sa scène artistique florissante et en partie parce qu'elle était littéralement aussi loin que possible de Boston sans tomber dans l'océan Pacifique.
Avec l'héritage de grand-père Thomas et mes économies, j'avais assez pour 3 mois de loyer et de dépenses de base tout en m'établissant professionnellement. J'ai trouvé un petit studio à Capitol Hill, un quartier animé plein d'artistes, de musiciens et de travailleurs de la technologie. Tout mon espace de vie faisait à peine 37 mètres carrés, bien loin de la tentaculaire maison coloniale de mes parents, mais c'était le mien. Le premier mois a été brutal. J'ai envoyé d'innombrables emails à des studios de photographie locaux, des agences de publicité et des magazines. J'ai redessiné le site web de mon portfolio, créé des cartes de visite et assisté à tous les événements de réseautage que j'ai pu trouver. La plupart de mes efforts se sont heurtés à un rejet ou à un silence. La nuit, je restais éveillé à regarder le plafond, remettant en question ma décision, me demandant si mon père avait eu raison de dire que la photographie était un rêve insoutenable. 6 semaines plus tard, mes fonds diminuant, je me suis forcé à assister à un autre vernissage. Là, j'ai rencontré Jackson Wright, un autre photographe spécialisé dans la photographie d'architecture. Grand, avec des dreadlocks et un rire contagieux, Jackson m'a immédiatement mis à l'aise. « Côté, n'est-ce pas ? Je l'entends dans ta voix », a-t-il dit en me tendant un verre de vin bon marché. J'ai hoché la tête. Boston. J'ai déménagé ici il y a environ un mois. Un sacré pas. Quelle est ta spécialité ? Je lui ai montré mon portfolio sur mon téléphone, y compris le travail d'Alpine Outfitté que j'avais terminé avant de partir. Jackson a sifflé, « Tu as un talent sérieux, mec. Tu devrais rencontrer Emma Chen. Elle dirige la Emerald City Gallery et cherche toujours de nouvelles perspectives. » Cette conversation a tout changé. Jackson est devenu mon premier véritable ami à Seattle, me présentant à Emma, une galeriste pragmatique avec un œil pour les talents commercialisables. Emma n'a pas mâché ses mots. Vos compétences techniques sont excellentes, mais ces images manquent de lien émotionnel, a-t-elle dit en feuilletant mon portfolio. Que essayez-vous de dire avec votre travail ? Sa question m'a hanté. Qu'est-ce que j'essayais de dire ? Pendant des années, la photographie avait été mon évasion, ma façon d'être vue quand ma famille regardait ailleurs, mais quelle était ma véritable voie artistique ? J'ai passé des semaines à explorer Seattle avec une nouvelle intention, photographiant non seulement ce qui était visuellement attrayant, mais ce qui suscitait quelque chose en moi. J'ai capturé des adolescents sans abri sous un pont, leur visage à la fois durci et vulnérable. J'ai photographié des couples âgés au marché de Pike Place, leurs mains burinées entrelacées après des décennies ensemble. J'ai documenté le contraste entre la richesse de la technologie et la pauvreté persistante alors que des condos de luxe dominaient des campements de tentes. Quand j'ai montré mon nouveau travail à Emma, son expression a changé. Maintenant, vous dites quelque chose. Je peux les présenter dans la vitrine du mois prochain. Ma première exposition à Seattle a vendu 7 tirages. Le revenu n'a pas changé ma vie, mais la validation a été puissante. Les gens se sont connectés à ma perspective, des étrangers ont vu de la valeur dans ma façon de voir le monde. Par l'intermédiaire de Jackson, j'ai rencontré Trevor Daniels, un entrepreneur technologique qui avait besoin de photographies de produits pour le site web et les supports marketing de sa start-up. Le travail payait bien et a conduit à des relations avec d'autres entreprises technologiques ayant besoin de contenu visuel. Votre souci du détail est exactement ce dont nous avions besoin, a dit Trevor, devenant un autre client régulier. Vous rendez des produits technologiques ennuyeux presque sexy. Progressivement, j'ai constitué une liste de clients commerciaux tout en poursuivant mon travail artistique. J'ai converti un coin de mon petit appartement en studio de fortune, améliorant mon équipement à mesure que les finances le permettaient. 6 mois après mon arrivée à Seattle, je gagnais assez pour payer le loyer et les factures sans puiser dans mes économies. Mon cercle social s'est élargi au-delà de Jackson, Emma et Trevor. Je me suis fait des amis avec les baristas de mon café habituel, d'autres créatifs dans les installations de chambres noires communautaires et des voisins de mon immeuble. Contrairement à mon existence invisible dans la maison de mes parents, les gens à Seattle remarquaient quand j'étais absent et prenaient de mes nouvelles s'ils ne m'avaient pas vu depuis un moment. Les rencontres amoureuses ont été initialement maladroites après des années à me concentrer uniquement sur ma carrière et à fuir ma situation familiale. 8 mois après mon arrivée à Seattle, j'ai rencontré Alison lors d'un atelier de photographie que j'enseignais dans un centre communautaire. Intelligente et directe, avec des cheveux courts et des yeux verts captivants, elle travaillait comme scientifique de l'environnement et pratiquait la photographie comme passe-temps. Notre relation s'est développée naturellement. Les conversations coulaient facilement des techniques de photographie à des sujets plus profonds. Lors de notre 5e rendez-vous,
Assis sur un banc surplombant Elliott Bay, Allison m'a posé des questions sur ma famille. Tu ne les as jamais mentionnés. Sont-ils toujours à Boston? La question m'a pris au dépourvu. J'étais devenu habile à rediriger les questions personnelles, mais quelque chose chez Allison me donnait envie d'être honnête. Ils sont à Boston, mais nous ne sommes pas en contact, ai-je dit en regardant les ferries traverser l'eau. Je suis parti sans leur dire où j'allais. Ils n'ont jamais essayé de le savoir. Au lieu de la pitié que je craignais, Allison a simplement hoché la tête. La famille, c'est compliqué. Certaines personnes ont des parents, d'autres des donneurs d'ADN qui se trouvent les avoir élevés. Sa compréhension a brisé quelque chose en moi. Pour la première fois, j'ai partagé toute l'histoire de mon enfance invisible, la recherche constante d'approbation qui n'est jamais venue et mon évasion spontanée à travers le pays. Le plus fou, ai-je terminé, c'est que ça fait 11 mois et je n'ai reçu aucun appel, texto ou email me demandant où je suis ou si je vais bien. Allison m'a serré la main. C'est entièrement leur perte. Notre relation a duré 8 mois avant de se terminer à l'amiable lorsqu'Allison a accepté un poste de recherche en Australie. Bien que la rupture ait fait mal, elle n'a pas eu le rejet dévastateur que je craignais. Nous nous étions connectés authentiquement, nous nous étions respectés et nous nous étions quittés avec des vœux sincères, un schéma relationnel sain que je n'avais jamais vu dans la maison de ma famille. Alors que ma deuxième année à Seattle avançait, j'ai finalement admis à moi-même que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour traiter mon traumatisme familial. Trouver un thérapeute spécialisé dans les enfants adultes de parents émotionnellement négligents a été un autre tournant. Le docteur Karen Williams m'a aidé à comprendre que l'incapacité de mes parents à me voir n'était pas mon échec, mais le leur. Les enfants ne sont pas censés mériter l'amour de leurs parents, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement puissante. Ils devraient être donnés librement. Le fait que vous ayez continué à essayer témoigne de votre résilience, pas de votre inadéquation. Les séances de thérapie hebdomadaire m'ont aidé à reconnaître les schémas malsains. J'avais développé un perfectionnisme visant à plaire aux gens, le besoin constant de prouver ma valeur. J'ai appris à fixer des limites, à honorer mes besoins et à cesser de m'excuser d'exister. À ma 3e année à Seattle, j'avais bâti quelque chose de remarquable. Pas seulement une entreprise de photographie prospère, mais une vie remplie de liens authentiques. Les murs de mon appartement affichaient des photos de randonnées avec des amis, de célébrations d'anniversaire et de feux de camp sur la plage. La preuve visuelle que j'appartenais à quelque part, même si ce n'était pas à ma famille biologique. Parfois, la nuit, je me demandais encore si mes parents avaient déjà essayé de me retrouver. Une recherche rapide de mon nom en ligne mènerait directement au site web de ma photographie avec mes coordonnées. Mon adresse email n'avait pas changé. Le chemin pour me joindre existait s'ils avaient voulu le parcourir. Ils ne l'ont jamais fait. 3 ans après mon évasion de Boston avant l'aube, ma vie à Seattle s'était complètement transformée. Mon entreprise de photographie, Reynolds Visual, occupait un petit mais élégant espace de studio dans un entrepôt reconverti. J'avais engagé une assistante, Nicole, pour m'aider à gérer les demandes croissantes des clients. Mon travail commercial pour des entreprises technologiques, des restaurants et des entreprises locales me fournissait un revenu stable, tandis que ma photographie artistique avait été présentée dans des magazines et des galeries régionales. Avec la stabilité financière sont venus d'autres changements. J'avais acheté un appartement d'une chambre avec vue sur le Puget Sound. Les baies vitrées offraient des vues spectaculaires sur le coucher du soleil et une lumière naturelle parfaite. Mon espace de vie reflétait mon identité en évolution, des lignes épurées, des œuvres d'art significatives sur les murs, affichant non seulement ma photographie, mais aussi des souvenirs précieux avec ma famille choisie. Jackson est resté mon ami le plus proche, nos sorties photographiques hebdomadaires étant devenues une tradition sacrée. Emma continuait à présenter mon travail dans sa galerie et était devenue une conseillère de confiance. La start-up de Trevor avait connu une croissance exponentielle, et il me contractait régulièrement pour de grandes campagnes promotionnelles. Ce qui avait commencé comme des relations professionnelles s'était approfondi en de véritables amitiés remplies de soirées de jeux, de célébrations de vacances et de conversations à 2 heures du matin sur les grandes questions de la vie. Tu sais ce qui est fou, a dit Jackson lors d'une de nos expéditions photo au Mont Rainier. Quand tu es arrivé, tu étais ce type calme et intense qui osait à peine regarder les gens dans les yeux. Maintenant, regarde-toi, monsieur le bâtisseur de communauté. Il n'avait pas tort. La transformation m'a même surpris. Je suis passé de quelqu'un de désespéré pour la validation à quelqu'un de bien dans sa peau, capable de nouer des liens authentiques.
Le développement le plus significatif de ma vie personnelle a peut-être été ma rencontre avec Maya. Elle m'avait interviewé pour un article dans le magazine Pacific Northwest Art. Ces questions réfléchies allaient au-delà des profils d'artistes typiques. Petite, avec des cheveux bouclés foncés et une curiosité de journaliste, Maya écrivait avec le même détail observateur que j'essayais de capturer en photographie. Notre interaction professionnelle a évolué vers des discussions autour d'un café sur les processus créatifs. Puis des dîners à explorer la scène culinaire de Seattle et finalement vers une relation qui semblait fondamentalement différente de toutes celles que j'avais connues auparavant. Tu remarques des choses que la plupart des gens manquent, m'a-t-elle dit un soir alors que nous préparions le dîner dans mon appartement. Ce n'est pas seulement ton œil de photographe. Tu fais attention parce que tu sais ce que ça fait quand personne ne le fait. Maya connaissait toute mon histoire. Contrairement à d'autres qui exprimaient du choc ou de la pitié en apprenant ma situation familiale, elle l'a abordée avec une compréhension réfléchie. Ayant grandi avec un père qui est parti quand elle était jeune, elle comprenait les dynamiques familiales compliquées sans présumer que nos expériences étaient identiques. Mon entreprise étant florissante, j'ai commencé à encadrer de jeunes photographes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Enseigner des ateliers le week-end dans des centres communautaires m'a apporté une satisfaction inattendue. Aider les adolescents à trouver leur voie visuelle, encourager les plus silencieux, ceux qui cherchaient une identité, me donnait l'impression de guérir une partie blessée de mon jeune moi. Tu es doué avec eux, a noté le directeur du programme après m'avoir vu travailler avec un élève particulièrement renfermé. Tu vois un potentiel qu'ils ne savent même pas qu'ils ont. L'ironie ne m'a pas échappé. L'enfant invisible était devenu quelqu'un qui se spécialisait dans le fait de faire en sorte que les autres se sentent vus. Ma reconnaissance professionnelle a atteint de nouveaux sommets lorsque l'Association de photographie du Nord-Ouest du Pacifique m'a décerné le prix du photographe commercial émerge de l'année. La cérémonie en smoking m'a semblé surréaliste alors que j'acceptais le trophée en verre, prononçant un bref discours, remerciant ma communauté de Seattle pour leur soutien. Cette nuit-là, après le dîner de célébration avec des amis, je me suis assis seul sur mon balcon avec un étrange vide au milieu de ma réussite. Malgré tout ce que j'avais bâti, une petite partie de moi se demandait encore si mes parents se soucieraient de cette reconnaissance. Est-ce que ce serait enfin suffisant pour compter? Dans les moments de faiblesse, je cherchais ma famille sur Google. L'entreprise immobilière de mon père continuait de s'étendre à travers la Nouvelle-Angleterre. Le nom de ma mère apparaissait dans les pages mondaines du Boston Globe, organisant les mêmes événements caritatifs. Le plus douloureux, j'ai découvert sur Instagram que Heather s'était mariée l'été précédent, une cérémonie somptueuse à l'hôtel Boston Harbor à laquelle je n'avais pas été invité. Les photos montraient mes parents rayonnant à côté de la mariée, jouant leur rôle de famille parfaite pour les caméras et les invités. Pas une seule personne ne m'avait contacté à propos de l'événement. C'était comme si je n'avais jamais existé. Lors de ma séance de thérapie hebdomadaire, j'ai partagé cette découverte avec le Dr Williams. Ça fait toujours mal, ai-je admis. J'ai construit cette vie incroyable, je me suis entouré de gens qui se soucient vraiment de moi, et pourtant découvrir le mariage de Heather, c'était comme être effacé à nouveau. Cette douleur est légitime, a-t-elle dit. Construire une nouvelle vie n'efface pas la blessure légitime de votre famille d'origine. Le but n'est pas d'arrêter de ressentir cette douleur, mais de l'empêcher de contrôler vos choix. Je pensais que j'aurais surmonté ça maintenant. La guérison n'est pas linéaire, Caleb. Il y aura toujours des déclencheurs qui réactiveront de vieilles blessures. La différence, c'est que maintenant vous avez des mécanismes d'adaptation sains et des systèmes de soutien. Elle avait raison. Au lieu de sombrer dans le doute, j'ai traité mes sentiments par la photographie, la thérapie et les conversations avec des amis de confiance. La douleur existait à côté de mon bonheur plutôt que de le détruire. Alors que mon 3e anniversaire de départ de Boston approchait, Maya a suggéré une célébration. 3 ans à construire une vie selon tes propres termes mérite d'être reconnue, a-t-elle dit. C'est une étape importante. Nous avons prévu un petit rassemblement dans mon restaurant préféré avec vue sur l'eau. Jackson, Emma, Trevor et d'autres amis proches nous ont rejoints pour une soirée de bonne nourriture, de rire et de réflexion. À Caleb, apportez un toast Jackson en levant son verre. Qui a prouvé que la famille, c'est ceux qui vous voient, pas ceux qui partagent votre ADN. Entouré de gens qui se souciaient sincèrement de mon bien-être, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. J'avais créé ce que j'avais toujours désiré, un lieu d'appartenance. Je n'aurais pas pu savoir alors qu'exactement un jour après cette célébration, ma nouvelle vie soigneusement construite entrerait en collision avec le passé que j'avais laissé derrière moi.
Le lendemain matin de ma célébration des 3 ans à Seattle, je passais en revue les épreuves d'un client dans mon studio lorsque mon téléphone a vibré sur le bureau. En baissant les yeux, je me suis figé, la tasse de café suspendue en l'air. William Reynolds illuminait mon écran. Mon père appelait. Après 3 ans de silence complet, son nom est apparu comme s'il avait appelé la veille. Mon pouce est accéléré alors que des impulsions contradictoires se battaient en moi. Répondre immédiatement. Ignorer complètement. Jeter le téléphone à travers la pièce. À la 4e sonnerie, la curiosité professionnelle l'a emporté. Qu'est-ce qui pouvait bien motiver ce contact après si longtemps? Allô? Ma voix me semblait étrangère. Caleb. La voix de mon père était exactement comme je m'en souvenais, autoritaire, légèrement impatiente, avec cet accent de Boston distinctif que j'avais progressivement perdu pendant mes années dans l'Ouest. Je dois discuter d'une affaire importante avec toi. Pas de salutation. Pas de « comment vas-tu » Aucune reconnaissance de 3 ans de silence. Juste directement au but. Je suis surpris de t'entendre, ai-je réussi à dire, luttant pour garder ma voix stable. Oui. Eh bien, les circonstances nécessitent un contact. Il s'est éclairci la gorge avec la même toux sèche que je me souvenais des dîners d'enfance. Ta mère est malade. Un cancer. Ovarien, stade 3. La livraison brutale de nouvelles qui changent une vie était si caractéristique de mon père que j'ai failli rire malgré la gravité de l'information. Presque. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit, le pensant sincèrement malgré tout. Comment va-t-elle? Les traitements standards ne donnent pas de résultats. Son oncologue a recommandé un protocole de traitement expérimental au Dana-Farber. L'assurance ne couvre pas les procédures expérimentales. J'ai attendu plus de détails émotionnels. Comment ma mère faisait-elle face, si elle avait demandé de mes nouvelles? Rien de tout cela n'est venu. Ça doit être difficile, ai-je suggéré. En effet. Le traitement coûte 230 000 $. On a liquidé quelques actifs, mais les frais médicaux ont déjà été considérables. Le véritable but de la conversation est soudain devenu clair. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Je vois, ai-je dit, une politesse professionnelle masquant la turbulence intérieure. Et tu appelles parce que... Nous avons besoin de 50 000 $ pour lui assurer une place dans le programme de traitement. J'attends de toi que tu contribues. Pas demander, pas solliciter, attendre. Tu ne m'as pas contacté depuis 3 ans, ai-je dit prudemment. Pas un seul appel pour savoir si j'étais en vie après mon départ. Pas un seul message pour demander où j'étais allé ou pourquoi. Et maintenant, tu exiges de l'argent. Un lourd soupir a traversé les lignes téléphoniques d'Ean West. Il ne s'agit pas de ressasser des désaccords familiaux. Caleb, ta mère a besoin d'un traitement. En tant que son fils, tu as une responsabilité. Une responsabilité? Ai-je répété, les mots au goût amer. Concept intéressant venant de toi. Ce n'est pas le moment pour un ressentiment enfantin. Sa voix s'est durcie. Quels que soient les griefs que tu penses avoir, cela ne change rien au fait que Sandra est ta mère. C'est elle-même que tu m'appelles? Une pause révélatrice. Elle se concentre sur sa santé en ce moment. Donc c'est un non. Caleb, il s'agit littéralement de vie ou de mort. 50 000 $. Tu as établi ton entreprise de photographie. Tu peux sûrement contribuer à sauver la vie de ta mère. L'hypothèse immédiate que j'aurais 50 000 $ de disponibles et que je devrais les donner sans poser de questions incarnait tout de notre relation. Aucun intérêt pour ma situation réelle. Aucune reconnaissance des dommages relationnels qui s'étaient produits. Juste une demande transactionnelle de parent à enfant. Je dois y réfléchir, ai-je dit, mon esprit s'emballant. Il n'y a pas de temps pour une délibération prolongée. Nous devons garantir la place de traitement d'ici jeudi. 2 jours. Tu me donnes 2 jours pour décider après 3 ans de silence. Le cancer n'opère pas selon ton calendrier préféré, a-t-il rétorqué. Nous ne le pouvons pas non plus. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me recentrer. Je vais y réfléchir et je te recontacterai. J'attendrai ton appel d'ici jeudi midi. On parle de la vie de ta mère, Caleb. Souviens-toi de ça. La ligne est devenue silencieuse. Pas d'au revoir, pas de détails supplémentaires sur l'état de ma mère ou les options de traitement.
Juste une demande et une date limite. J'ai posé mon téléphone avec des mains tremblantes, puis je suis tombé dans la salle de bain où j'ai vomi mon petit déjeuner dans les toilettes. Agenouillé sur le carrelage froid, j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Ma mère avait un cancer grave. Malgré tout, cette nouvelle m'a durement frappé. Indépendamment de son absence émotionnelle tout au long de mon enfance, la pensée de sa souffrance physique a provoqué une profonde douleur dans ma poitrine. Mais la façon dont mon père avait abordé la situation, le manque total de reconnaissance de notre éloignement, l'absence de tout lien humain, la demande financière immédiate m'ont laissé sous le choc de la colère et de la confusion. J'ai annulé mes rendez-vous restants pour la journée, prétextant une maladie soudaine qui n'était pas entièrement fausse. En rentrant chez moi dans un état second, j'ai appelé Maya dès mon arrivée à mon appartement. Mon père vient d'appeler, ai-je dit quand elle a répondu, ma voix se brisant après 3 ans de silence absolu. J'arrive, a-t-elle dit immédiatement. Donne-moi 20 minutes. En attendant, j'ai fait les 100 pas dans mon salon. 3 ans de stabilité soigneusement construite, me sentant soudainement précaire. La ligne d'horizon de Seattle à l'extérieur de ma fenêtre semblait appartenir à une autre vie, une vie qui existait avant que cet appel téléphonique ne me ramène dans l'orbite de ma famille. Maya est arrivée avec de la nourriture à emporter que je ne pouvais pas manger et une présence calme dont j'avais désespérément besoin. J'ai raconté la conversation mot pour mot, sa formation de journaliste évidente dans son écoute attentive sans interruption. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent, a-t-elle finalement dit. Les as-tu de disponibles? La question a traversé mon tumulte émotionnel pour atteindre la réalité pratique. Entre mon compte professionnel, mes économies personnelles et mes investissements. Oui, je pourrais y accéder, mais cela anéantirait essentiellement tout ce que j'ai construit financièrement. Elle a hoché la tête, digérant cela. Et si c'était quelqu'un d'autre qui demandait? Quelle serait ta réponse? Si c'était un ami atteint de cancer ayant besoin d'un traitement, j'aiderais probablement si je le pouvais. Mais ce n'est pas n'importe qui, a dit doucement Maya. C'est la famille qui n'a pas remarqué ou ne s'est pas soucié de ta disparition pendant 3 ans. Jackson et Trevor sont arrivés 30 minutes plus tard, répondant à mon texto SOS avec de la bière et une solide amitié. Au cours de la soirée, Emma s'est jointe à notre session de soutien impromptu. Il te manipule, a dit Jackson sans détour après avoir entendu l'histoire. Il utilise la maladie de ta mère comme un levier sans aucune reconnaissance de la rupture de la relation. Mais si elle a vraiment besoin du traitement? Ai-je rétorqué, le conflit me déchirant. Puis-je vivre avec moi-même si je refuse et que quelque chose lui arrive? Tu peux aider sans être manipulé, a suggéré Trevor. Peut-être proposer de payer directement le centre médical plutôt que de donner de l'argent à ton père. Ou poser des conditions, a ajouté Emma. S'ils veulent une aide financière, cela vient avec des exigences pour reconstruire la relation. Alors que mes amis offraient des perspectives, mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. Je t'ai envoyé par email le rapport du médecin et les détails du traitement. Examine-les avant de prendre ta décision. L'approche clinique et impersonnelle continuait. Pas de lien émotionnel, juste des détails commerciaux, comme si nous négocions un contrat immobilier plutôt que de discuter du traitement contre le cancer de sa femme. Après le départ de mes amis, je suis resté seul sur mon balcon jusqu'à l'aube, regardant les lumières de la ville se refléter sur le Puget Sound pendant que mon esprit voyageait 5000 km à l'est, à Boston. La distance que j'avais mise entre moi et ma famille semblait soudainement à la fois vaste et inadéquate. Le lendemain matin, les yeux rouges par manque de sommeil, j'ai examiné les documents médicaux que mon père avait envoyés. Les détails confirmaient ce qu'il m'avait dit. Stade 3, cancer de l'ovaire, traitement standard s'avérant inefficace, un protocole d'immunothérapie expérimentale offrant un espoir potentiel. Les coûts estimés correspondaient à ces chiffres. La date limite pour garantir une place de traitement était en effet dans 2 jours. J'ai tout transmis à Maya, dont les compétences en recherche journalistique surpassaient les miennes. Tout concorde, a-t-elle confirmé après avoir passé quelques appels. Dana Farber est légitime. Le médecin existe, et ce protocole de traitement est réel. Les taux de réussite sont prometteurs pour les patients qui n'ont pas répondu aux interventions standards. La base factuelle étant confirmée, j'ai dû faire face à la complexité émotionnelle de ma décision. J'avais l'argent. Ma mère avait besoin d'un traitement. En surface, cela semblait simple. Mais rien dans la dynamique familiale n'est jamais simple. Je dois les voir en personne, ai-je réalisé à voix haute lors d'un appel tard dans la nuit avec Maya.
Je ne peux pas prendre cette décision sur la base d'un appel téléphonique froid et de documents cliniques. En es-tu sûr? Est-ce bien sage? L'inquiétude remplissait sa voix. Les voir pourrait rouvrir des blessures qui ont à peine commencé à guérir. Ces blessures n'ont jamais cicatrisé, Maya. Elles ont juste été pensées avec de la distance. Après une nuit agitée à peser le pour et le contre, j'ai pris ma décision. J'ai réservé un vol de nuit pour Boston. Partant ce soir-là, j'ai reporté des rendez-vous clients et j'ai demandé à Nicole de s'occuper des affaires essentielles du studio pendant mon absence. Je vais à Boston, ai-je dit à Maya quand elle est venue me conduire à l'aéroport. J'ai besoin de voir la situation de mes propres yeux avant d'engager 50 000 $. Elle m'a serré fort dans ses bras avant que je ne passe la sécurité. Souviens-toi de qui tu es maintenant, pas de qui tu étais dans cette maison. Appelle-moi à toute heure, jour ou nuit. Le vol de 5 heures m'a donné le temps de me préparer mentalement, en passant en revue les conversations avec le Dr Williams sur le maintien des limites face à des membres de la famille difficiles. J'ai répété ce que je dirais, comment je répondrais à une manipulation potentielle, quand je partirais si nécessaire. En atterrissant à l'aéroport Logan à 7 heures du matin, heure de l'Est, j'ai senti le poids de l'humidité que Seattle n'a jamais eu. Après avoir récupéré une voiture de location, j'ai emprunté des routes familières à travers le trafic matinal des navetteurs en direction de Brooklyn, la mémoire musculaire me guidant à travers des quartiers que je n'avais pas vus depuis 3 ans. La maison coloniale de mes parents avait l'air exactement la même. Un aménagement paysager impeccable, des volets fraîchement peints, le drapeau américain accroché parfaitement près de la porte d'entrée. Je suis resté assis dans ma voiture de location pendant 15 minutes, rassemblant mon courage avant d'approcher la maison que j'avais fui dans l'obscurité 3 ans plus tôt. Le carillon de la sonnette était inchangé. Des pas se sont approchés, puis la porte s'est ouverte pour révéler ma mère. Sandra Reynolds avait toujours été impeccablement mise, les cheveux colorés et coiffés tous les mois, le maquillage appliqué avec précision, des vêtements des plus belles boutiques de Boston. La femme devant moi maintenait ses normes, mais le cancer avait laissé des marques indubitables. Ses pommettes ressortaient sur des joues plus minces. Des vêtements de créateur flottaient sur sa silhouette. Mais le plus frappant était l'éclair d'émotion sincère, choc, confusion, peut-être même de la joie qui a traversé son visage avant que son masque social ne se remette en place. « Caleb » a-t-elle dit, sa main flottant jusqu'à son col. « On ne t'attendait pas, je sais » ai-je répondu simplement. « Puis-je entrer » Elle a reculé automatiquement. L'entraînement social l'emportant sur les sentiments compliqués que mon apparition a déclenchés. Bien sûr. Ton père est dans son bureau. La maison sentait la même chose, du polish à meubles au citron et les légères notes florales du parfum signature de ma mère. Des photos de famille bordaient le mur de l'entrée. Mes parents à des événements caritatifs, la remise de diplôme de Heather, son mariage. J'ai immédiatement remarqué que les photos m'incluant avaient été retirées. Mon existence avait été effacée du récit familial. Mon père est sorti de son bureau, s'arrêtant brusquement en me voyant dans le hall. William Reynolds avait vieilli depuis ma dernière visite. Le gris dominait ses cheveux autrefois foncés et les rides de stress creusaient des sillons plus profonds autour de sa bouche. « Tu aurais pu appeler pour dire que tu venais » a-t-il dit, omettant toute salutation. « Comme tu as appelé pour me dire que maman avait un cancer » ai-je rétorqué. « Avant que tu aies besoin d'argent. » Sa mâchoire s'est crispée. « Je vois que Seattle n'a pas amélioré ton attitude. » En fait, Seattle a tout amélioré dans ma vie, y compris ma compréhension de ce à quoi ressemblent des relations saines. Ma mère est intervenue, son malaise face au conflit évident dans son expression pincée. Discutons de cela dans le salon. Je vais faire du café. Le salon formel restait une vitrine plutôt qu'un espace de vie, des meubles de couleur crème qui décourageaient la détente, des œuvres d'art sélectionnées pour leur valeur d'investissement plutôt que pour leur résonance émotionnelle. Je me suis perché sur le bord d'un fauteuil inconfortable pendant que mes parents prenaient leurs positions habituelles sur le canapé. « Tu as l'air en forme » a offert timidement ma mère, posant un service à café en argent sur la table. « Merci. Toi aussi, compte tenu des circonstances. » J'ai fait une pause. « Je suis désolé pour ton diagnostic. » Elle a hoché la tête, ses mains s'occupant des tasses de café. « C'est difficile. Les traitements standards ont été assez durs. J'ai examiné les informations médicales que papa a envoyées, ai-je dit. Le protocole expérimental semble prometteur. C'est pourquoi nous devons agir rapidement, a interjeté mon père.
As-tu pris une décision concernant les fonds? Son retour immédiat à l'argent sans aucune tentative de reconnexion a confirmé mes soupçons sur cette réunion. Je n'étais pas un fils rentrant à la maison. J'étais une ressource financière potentielle. J'ai d'abord des questions, ai-je dit en maintenant le contact visuel. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté quand maman a été diagnostiquée au départ? L'expression de mon père s'est durcie. C'est toi qui es parti sans un mot. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine et je suis parti en plein jour. Je n'ai pas changé de numéro de téléphone ni de mail. Mon site web a mes coordonnées depuis des années. Tu n'as jamais essayé de me joindre. On a supposé que tu voulais de l'espace, a dit doucement ma mère. Pendant 3 ans, sans vérifier une seule fois si j'étais vivant ou mort? La blessure de l'enfant en moi a refait surface malgré mes préparatifs. M'avez-vous même cherché? Un silence inconfortable a rempli la pièce. On savait que tu étais à Seattle, a finalement admis mon père. Ta tante a mentionné avoir vu ton site de photographie alors qu'elle cherchait un photographe pour son entreprise. Donc, vous saviez où j'étais depuis le début. Tu as fait ton choix de partir, a-t-il dit sur la défensive. On a respecté cette décision. Ce n'était pas du respect, papa. C'était de l'indifférence. J'ai posé mon café intact. Qu'avez-vous dit au reste de la famille à propos de mon absence? À propos du fait que je n'étais pas au mariage de Heather? Un autre silence révélateur. William, a suggéré doucement ma mère. Il mérite de savoir. Mon père s'est agité, mal à l'aise. On a dit aux membres de la famille que tu te concentrais sur la construction de ton entreprise à Seattle et que tu ne pouvais pas venir. C'est en partie vrai, ai-je reconnu. Mais ça omet le fait que je n'ai pas été invité ni même informé du mariage. Heather a supposé que tu ne voudrais pas venir, a expliqué faiblement ma mère. Où est-ce qu'on lui a dit ça? La sonnette a interrompu notre conversation de plus en plus tendue. Mon père s'est levé, visiblement soulagé par la diversion. Ce doit être le docteur Phillips pour ton rendez-vous, Sandra. Au lieu de cela, la voix de Heather a résonné depuis le hall. Maman, papa. La porte était déverrouillée, alors j'ai juste. Elle s'est arrêtée brusquement en entrant dans le salon, ses yeux s'écarquillant à ma vue. Ma sœur avait l'air différente, plus soignée dans sa tenue professionnelle, son alliance brillant à son doigt, ses cheveux coiffés différemment de ceux dont je me souvenais. Caleb, s'est-elle exclamée. Qu'est-ce que tu fais ici? J'apprends des faits familiaux intéressants, ai-je répondu, essayant d'empêcher l'amertume de colorer mon ton. Comme, apparemment, j'étais trop occupé pour assister à ton mariage plutôt que simplement pas invité. Ses yeux se sont tournés vers nos parents. Tu es là pour le traitement de maman. Papa a appelé hier pour demander 50 000 $. Premier contact en 3 ans. L'expression de Heather est passée du choc à quelque chose d'illisible. Il t'a appelé hier? Mais maman est malade depuis 8 mois. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. 8 mois. Et c'est la première fois que j'en entends parler. Mon père est intervenu. Heather, ce n'est pas le moment. Quand est-ce que c'est le moment, papa? A-t-elle défié, me surprenant par sa franchise. Après le traitement de maman? Après encore 3 ans à faire semblant que Caleb n'existe pas? La dynamique familiale dont je me souvenais n'incluait pas Heather tenant tête à notre père. Quelque chose avait changé pendant mon absence. Je ne suis pas venu pour une séance de thérapie familiale, ai-je dit en me recentrant. Je suis venu pour comprendre la situation avant de prendre une décision financière. Alors comprends ceci, a dit Heather en posant son sac à main. Maman a besoin du traitement. C'est réel. Mais il y a plus à l'histoire. Le visage de mon père a rougi de colère. Heather, assez. Elle l'a ignoré, s'adressant directement à moi. Ils ont dépensé de manière extravagante malgré les factures médicales. Papa a acheté une nouvelle Mercedes le mois dernier. Ils ont rénové la salle de bain principale. Maman va toujours au salon toutes les semaines. On a des apparences à maintenir, a défendu mon père. Dans mon métier, la perception compte. Plus que la santé de maman? Plus qu'être honnête avec Caleb? Ma mère est restée silencieuse, les yeux fixés sur sa tasse de café. Est-ce vrai, lui ai-je demandé directement. Y a-t-il des ressources financières qui pourraient être consacrées à ton traitement au lieu d'articles de luxe? Sa réponse était à peine audible.
William s'occupe de nos finances. Ta mère n'a pas à se soucier de l'argent pendant sa maladie, a déclaré fermement mon père. Je me suis levé, ayant besoin d'une distance physique. Laissez-moi comprendre correctement. Vous saviez où j'étais depuis des années, mais vous ne m'avez jamais contacté. Maman est malade depuis 8 mois, mais vous ne m'avez contacté qu'hier lorsque vous aviez besoin d'argent. Et malgré le fait que vous prétendiez avoir des difficultés financières, vous continuez à dépenser pour des articles de luxe tout en me demandant de contribuer avec mes économies pour un traitement médical. L'expression de mon père a tout confirmé sans un mot. Il y a plus, a dit doucement Heather. Le traitement n'est pas aussi urgent qu'ils l'ont laissé entendre. Le médicament actuel de maman stabilise le cancer. Le protocole expérimental est recommandé, mais pas immédiatement vital. Tu as parlé à ces médecins dans mon dos, a accusé mon père. Je suis allé à son dernier rendez-vous, a rétorqué Heather. Quelqu'un devait poser les questions que vous ne posiez pas, la dynamique familiale avait clairement changé pendant mon absence. Heather avait trouvé sa voie. Peut-être par le mariage ou simplement par la maturité. Pourquoi m'as-tu vraiment appelé, ai-je demandé directement à mon père. Parce que ça ne ressemble pas à une question de survie immédiate de maman. Sa mâchoire a travaillé silencieusement avant qu'il ne réponde. La baisse du marché a temporairement affecté certains investissements. Le traitement est cher et tu as des ressources. Des ressources que j'ai entièrement construites par moi-même grâce à la carrière que vous avez qualifiée de passe-temps. Ma mère a finalement pris la parole. Caleb, je suis malade. Le traitement est réel. Mais elle a hésité, jetant un coup d'œil à mon père. Peut-être que le calendrier a été présenté de manière plus urgente que nécessaire. Sandra, a averti mon père. Non, William. Sa voix s'est légèrement renforcée. J'en ai assez de la prétention. De tout. Elle s'est tournée vers moi. On a fait beaucoup d'erreurs avec toi, Caleb. La pire a été de te laisser disparaître de notre vie sans se battre pour te garder. La simple reconnaissance, la première que j'ai jamais reçue, m'a momentanément laissé sans voix. Ce n'est pas productif, a interrompu mon père. La question reste, vas-tu contribuer au traitement de ta mère ou non? J'ai regardé mes parents, la colère défensive de mon père, la résignation épuisée de ma mère, et j'ai trouvé la clarté dans leurs réponses contrastées. J'aiderai pour le traitement de maman, ai-je finalement dit, mais pas à tes conditions. Le silence qui a suivi ma déclaration était électrique. L'expression de mon père a rapidement oscillé entre le soulagement et la suspicion. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas à mes conditions, a-t-il demandé prudemment. J'ai redressé ma posture, puisant dans 3 ans d'indépendance et de thérapie pour maintenir ma résolution. Ça veut dire que je suis prêt à contribuer financièrement au traitement de maman, mais avec des conditions qui protègent à la fois sa santé et mes limites. Des conditions? Sa voix s'est élevée d'indignation. Ce n'est pas une négociation commerciale, Caleb. En fait, si. Vous en avez fait une en m'approchant uniquement pour une aide financière après des années de silence. Alors, voici mes conditions. J'ai exposé mes conditions, observant clairement le visage de mon père s'assombrir à chaque point. Premièrement, je paierai directement le centre médical, je ne vous transférerai pas d'argent. Je veux la confirmation que chaque dollar va au traitement de maman. C'est insultant, a-t-il objecté. Deuxièmement, ai-je poursuivi en ignorant son interruption, si nous reprenons contact en tant que famille, on le fait correctement. Cela signifie une thérapie familiale avec un professionnel spécialisé dans l'éloignement et la réconciliation. Ma mère a légèrement hoché la tête, me surprenant par son accord apparent. Troisièmement, une transparence totale sur la situation médicale de maman à l'avenir. Je veux être inclus dans les discussions avec les médecins sur les options de traitement et les rapports de progrès. Heather s'est assise à côté de moi, une démonstration de soutien silencieuse qui signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et enfin, je veux que vous reconnaissiez tous les deux que ce qui s'est passé dans cette famille n'était ni normal ni sain. Ma disparition n'était pas la rébellion d'un fils, mais une réponse à des années de négligence émotionnelle. Mon père s'est levé brusquement. C'est ridicule. On t'a tout donné. Point sauf ce qui comptait vraiment, ai-je interrompu. Vous m'avez donné des choses, pas de la présence, pas de l'attention, pas de l'amour. William, a dit doucement ma mère. Il a raison. La simple validation de sa part, si longtemps retenue, a atterri comme un poids physique levé de mes épaules. Sandra, tu ne peux pas, je peux et je le fais, a-t-elle dit,
sa voix trouvant une force inattendue. Le cancer a une façon de clarifier les priorités. J'ai passé des mois en traitement avec rien d'autre que du temps pour réfléchir à ma vie et à mes regrets. Elle m'a regardé directement. Ne pas voir qui tu étais vraiment, ne pas me battre pour notre relation. C'est mon plus grand regret, Caleb. Le visage de mon père a rougi de colère, ou peut-être d'embarras. Cette démonstration émotionnelle ne change rien aux réalités financières. Non, ai-je convenu. C'est vrai. Mais ça change la façon dont on avance. Ce sont mes conditions. À prendre ou à laisser. Un silence tendu a rempli la pièce. Finalement, mon père a parlé avec un contrôle prudent. Le centre médical a besoin des informations de paiement pour demain. Je t'enverrai les coordonnées. Ce n'était pas une acceptation, mais c'était un acquiescement, quelque chose que je n'avais jamais vu de sa part auparavant. Je ferai le nécessaire, ai-je confirmé, et je trouverai un thérapeute familial spécialisé dans l'éloignement. J'attends de vous deux que vous assistiez à la première séance avant mon retour à Seattle. J'y serai, a promis doucement ma mère. Mon père a donné un bref hochement de tête, ne s'engageant ni ne refusant catégoriquement. Heather m'a raccompagné lorsque notre douloureuse réunion de famille s'est terminée. Sur le porche, loin de nos parents, elle a parlé franchement. J'aurais dû te contacter, a-t-elle admis. Après ton départ, les choses étaient tendues et puis c'est devenu plus facile de maintenir le silence. Je suis désolé, Caleb. On a tous joué nos rôles familiaux assignés, ai-je dit. Tu étais l'enfant modèle. J'étais l'invisible. Briser ces schémas n'est pas facile. Elle m'a serré maladroitement dans ses bras. Je me suis marié sans mon frère. Ce sera toujours mal, peu importe les circonstances. Peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau à l'avenir, ai-je suggéré. Quelque chose de plus sain que ce qu'on avait avant. J'aimerais ça, a-t-elle dit, les yeux brillants de larmes non versées. En rentrant à Seattle le lendemain, je me sentais étrangement en paix malgré la turbulence émotionnelle de ma visite à Boston. J'avais honoré mes propres limites tout en faisant preuve de compassion, un équilibre que je n'aurais pas pu gérer 3 ans plus tôt. Fidèle à ma parole, j'ai organisé le paiement directement à Dana-Farber pour le traitement de ma mère. J'ai recherché et trouvé un thérapeute spécialisé dans l'éloignement familial, programmant notre première séance pour le mois suivant, et j'ai maintenu des contacts réguliers sur les progrès médicaux de ma mère, parlant directement avec ses médecins si nécessaire. La participation de mon père à la reconstruction de notre relation est restée réticente et minimale. Certains schémas sont trop profondément ancrés pour changer facilement. Mais ma mère a montré une volonté surprenante d'examiner son rôle dans notre dysfonctionnement familial. Lors de notre 3e séance de thérapie, menée par vidéoconférence avec moi à Seattle et mes parents à Boston, elle a fait une percée qui m'a mis les larmes aux yeux. J'ai été élevé en croyant que subvenir matériellement aux besoins des enfants était suffisant, a-t-elle expliqué. Ma propre mère était de la même manière, distante, convenable, axée sur les apparences. Je n'ai jamais remis en question s'il y avait une autre façon d'être parent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a regardé directement la caméra. Je suis tellement désolé, Caleb. Tu méritais d'être vu et célébré, pas seulement logé et nourri. 6 mois après l'appel téléphonique inattendu de mon père, je suis retourné à Boston pour une visite de suivi. Le traitement de ma mère montrait des résultats prometteurs. Son énergie s'était améliorée et son poids se stabilisait. Nous avons déjeuné seuls dans un petit café près de l'hôpital. Notre première conversation en tête-à-tête depuis peut-être toute notre relation. Le médecin dit que tes marqueurs de cancer s'améliorent, ai-je noté alors que nous attendions notre nourriture. Elle a hoché la tête. Le traitement que tu as aidé à obtenir fonctionne mieux que prévu. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais te voir aujourd'hui. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main, la faisant glisser sur la table. Mon nom était écrit sur le devant de sa main élégante. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années, mais que je ne savais pas comment. S'il te plaît, lis-le quand tu seras seul. De retour dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, j'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 4 pages exprimant des regrets, des souvenirs et des espoirs pour notre future relation. Le dernier paragraphe m'a le plus ému. Je ne peux pas annuler les années où j'ai manqué de te voir, Caleb, mais je promets de te voir vraiment maintenant, l'homme remarquable, talentueux et compatissant que tu es devenu, malgré plutôt qu'à cause de ton éducation.
Ton grand-père Thomas serait si fier de toi. Je sais que je le suis. De retour à Seattle, j'ai partagé la lettre avec Maya alors que nous regardions le coucher de soleil depuis mon balcon. Ce n'est pas une fin de conte de fées, ai-je reconnu. Papa a toujours du mal à reconnaître son rôle dans tout ça. Certaines blessures ne guériront peut-être jamais complètement. Mais il se passe quelque chose de réel qui n'était pas possible avant. Tu as créé cette possibilité, a dit Maya en me serrant la main. En fixant des limites au lieu de brûler les ponts. Ou peut-être que le cancer l'a créé en forçant les priorités à se recentrer, ai-je suggéré. Quoi qu'il en soit, tu as trouvé un chemin qui honore à la fois la compassion et l'autoprotection. C'est une sagesse que la plupart des gens n'atteignent jamais. À l'approche de mon 33e anniversaire, les leçons de l'année écoulée continuent de résonner. Les relations familiales restent complexes et imparfaites. Mon père participe très peu à notre processus de réconciliation. Ma mère appelle toutes les semaines, s'intéressant sincèrement à ma vie et à mon travail. Heather et moi nous envoyons régulièrement des textos, reconstruisant une relation fraternelle que nous n'avons jamais vraiment eue auparavant. Plus important encore, j'ai appris que le pardon ne nécessite pas d'oublier ou d'effacer les limites. Il est possible d'offrir de la compassion tout en se protégeant de nouvelles blessures. L'enfant désespéré de l'approbation parentale est devenu un homme capable d'étendre un amour conditionnel tout en donnant la priorité à son propre bien-être. Debout dans mon studio de Seattle, regardant un mur de photographies documentant mon parcours, j'ai réalisé que l'enfant invisible avait finalement appris à se voir lui-même, sa valeur, ses talents, sa capacité de résilience. Et en se voyant clairement, il est devenu capable de voir vraiment les autres. C'est peut-être la leçon la plus précieuse de toutes. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec des membres de votre famille qui vous ont blessé? Comment avez-vous équilibré la compassion et l'autoprotection? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres parcours de vie réels. Souvenez-vous, parfois la famille que l'on se construit est plus importante que la famille dans laquelle on est né. Merci d'avoir écouté, et puissiez-vous trouver le courage d'honorer à la fois la capacité de votre cœur à aimer et le besoin de respect de votre esprit.